Shadicap, c'est une association qui s'occupe d'animaux difficilement plaçables suite à un handicap, une maladie chronique ou un trouble du comportement. Ce qui m'a donné envie de fonder Shadicap, en fait, c'est parce que mon métier c'est gardienne d'animaux et puis j'ai travaillé une quinzaine d'années dans différents refuges du canton. Et puis je me suis quand même rendu compte que dans le cadre de ce métier, on avait quand même des animaux que malheureusement on ne pouvait pas placer. Alors moi, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier. Et puis Shadicap, ça fait bientôt 5 ans que ça a été créé. Bien sûr, il a fallu mettre en place une structure, des autorisations, un comité. Ça ne se monte pas comme ça. Il fallait aussi une expérience professionnelle. Parce que c'est clair que là on voit tout type d'animaux, donc il faut être prêt à tout. Il y a des choses qu'on n'avait jamais vues, que moi j'avais jamais vues. Puis voilà, ça s'est construit un petit peu comme ça. Vit ensemble. Bien sûr qu'il y a des moments où on doit séparer, c'est-à-dire qu'il y en a qui mangent des repas plusieurs fois par jour, des collations, donc on sépare un petit moment, mais ensuite tout le monde repart ensemble. On est plusieurs à s'occuper de Shadicap, donc il y a toute mon équipe de bénévoles qu'il ne faut pas oublier, hein. Sans eux je suis rien, hein. Et puis donc on commence par les collations, les médicaments, ensuite on continue par les nettoyages. Et puis c'est un petit peu toute la journée du nettoyage parce qu'ici on a des incontinents, on a des chats pas propres, etc. Donc on fait un tournus pour que tout le monde puisse donner un coup de main. Ensuite il y a tout ce qui est un petit peu à côté de Shadicap, c'est-à-dire il y a les manifestations, il y a le secrétariat, il y a des remerciements à faire, il y a les urgences, il y a le vétérinaire, donc il y a toute la gestion du planning. Donc évidemment, je ne suis pas toute seule à gérer ça et puis je compte sur toute mon équipe de bénévoles. D'ailleurs, je profite pour les remercier. Des animaux qui nécessitent énormément d'attention. On a des pathologies qui sont lourdes, comme les paraplégiques où ce qui peut arriver c'est qu'ils fassent des escarres. On a des chats qu'on doit vidanger, on a des chats qui demandent beaucoup plus aussi en termes de surveillance, parce qu'il y a des problèmes de maigreur, il y a des problèmes gastro-intestinaux, etc. Donc oui, il y a des animaux qui demandent beaucoup plus que d'autres. Dans les pathologies les plus fréquentes qu'on a chez nous, je dirais un petit peu de tout, mais c'est vrai que la malpropreté ressort souvent. C'est une pathologie, un trouble du comportement qui est récurrent. On est obligé d'en refuser parce qu'on prendrait tout le monde. Par contre, on a énormément d'ataxiques. Parce qu'il faut quand même dire qu'on est pionnier en Suisse romande et puis il n'y a aucun refuge qui accueille ce genre de chats, surtout que nous, c'est une résidence permanente, donc ils ne sont pas placés plus loin, donc on a énormément d'ataxies. Après, on passe vraiment, on a vraiment toutes les pathologies. Hein. L'ataxie, c'est un problème de coordination des mouvements. C'est un problème, c'est une maladie, en fait, le chat naît avec ça. On voit très vite qu'il y a un problème qu'ils sont atteints d'ataxie. Et puis, ils ont des tremblements. Au départ, ils ont beaucoup de peine à marcher quand ils sont petits. Évidemment, le cerveau n'est pas formé, donc il faut aussi qu'ils apprennent à gérer cet équilibre, parce que c'est aussi un problème d'équilibre. Et puis ils s'en sortent très bien. On dit aussi que c'est les chats qui ont été, enfin les mamans qui ont été gestantes et puis qui ont été atteintes du typhus. Il y a plusieurs formes d'ataxie, c'est un petit peu un terme général pour ce problème de coordination des mouvements.
quand ils mangent? Il a un régime particulier, lui? Alors ici, ils adorent la viande hachée. D'accord. Donc, Angel, lui, c'est un chat un petit peu particulier parce qu'il est ataxique. Quand il est arrivé, il avait beaucoup de soucis pour marcher et manger. En principe, il se débrouille assez bien pour manger ses ataxiques, mais là, Angel avait beaucoup de difficultés à manger. Il mange d'ailleurs pas de croquettes. Et puis, il mange toutes les 2 heures. D'accord, oui. Voilà, donc il mange. Ça, c'est son siège. Voilà, et puis toutes les 2 heures, on lui donne à manger. Voilà, c'est un peu le roi de la maison. Ah oui, mais il en fallait bien, quoi. il en fallait, hein, de toute façon. Donc voilà, puis il a des problèmes d'épilepsie, on a failli le perdre, et puis c'est un petit peu à cause de lui que tout ça a commencé. Et puis j'ai pris connaissance en fait de l'ataxie avec lui, parce que personne ne pouvait me renseigner, on n'a pas de recul sur ces chats-là. Et puis on est arrivé voilà, à ce qui marche, à ce qui mange, à ce qui se déplace correctement. Il grimpe d'ailleurs tout seul sur la chaise. C'est grâce à lui qu'on a pu s'occuper des suivants, quoi. C'est cool, ouais. C'est ton chat alors? Ouais, c'est mon chat, ouais. C'est mon chat. C'est un peu tous tes chats finalement. C'est un peu tous mes chats. J'ai vu en bas à la chatterie, il y en a 2 ou 3 qui sont aveugles, borgnes. Ils se débrouillent bien avec leur odorat, avec leur sens qui leur reste. Mais on serait très étonnés parce que les chats aveugles, chez nous, ils grimpent même sur les arbres à chat. Dès le moment où ils ont un petit peu, je dirais, ils scannent un petit peu l'environnement, hein, c'est un petit peu virtuel ce que je dis. Hein. Une fois qu'ils ont compris comment monter, descendre, d'ailleurs quand ils descendent des arbres à chat, ils descendent plutôt les fesses en bas, comme les singes. Donc ils se débrouillent très très bien, ils jouent, ils vont gamelle. Au départ j'avais plutôt mis des fontaines parce que je me disais pour l'eau comment est-ce qu'ils vont faire, il fallait qu'ils l'entendent. Mais en fait ils trouvent très bien les gamelles d'eau, c'est pas un souci. Donc pour moi le chat aveugle il a une vie totalement je dirais normale, quoi. Quand il y a des changements dans leur environnement, ça leur pose non plus pas de problème à ces chats déficients visuels? Alors on voit qu'il y a un petit temps d'adaptation où tout d'un coup ils vont aller tâter, souvent avec les pattes, rarement avec le museau. Je pense que c'est aussi le fait de ne pas se taper le nez. Ils vont souvent avec, ils marchent d'ailleurs toujours les pattes très en avant pour pas se cogner, mais une fois qu'ils ont connaissance de l'environnement puis qu'ils savent comment ça fonctionne, il n'y a aucun problème. D'ailleurs souvent les gens sont surpris quand ils viennent aux portes ouvertes, parce qu'on fait des portes ouvertes. Ils sont très surpris de voir comment ces chats-là se débrouillent, puis ils sont surpris qu'on leur dise encore que Olna et Orca, on a 2 sœurs qui n'ont pas d'œil du tout. Ils sont très surpris quand on leur dit mais c'est des chats qui n'ont pas d'œil, quoi. Une famille qui aurait des compétences spécifiques pourrait adopter, recueillir des animaux de votre refuge? Alors je pense que bien sûr qu'il est tout à fait possible, mais j'ai toujours l'impression que quand un animal a un handicap, on fonctionne énormément au coup de cœur. Donc on a envie de donner, mais on se rend compte que sur la durée, quand ça peut durer 10 ans, 15 ans ou plus, c'est vite compliqué d'avoir un animal handicapé. C'est un petit peu comme si vous auriez un enfant handicapé, où il faut bien sûr le langer, le changer. Il y a des problèmes de malpropreté, il y a des problèmes de comportement, ils n'ont pas tout à fait le même langage. Je veux dire qu'un chat normal, ça demande beaucoup plus, ça demande quand même des heures de présence, ça demande un minimum je veux dire, de connaissances, et surtout c'est un budget. Donc je dirais que oui, mais chez nous, voilà, c'est des animaux qui ont déjà été placés, et puis ça s'est soldé par un échec parce que les gens fonctionnent au coup de cœur. Donc on reste résident définitif de ces animaux-là, quoi. Dans vos bénévoles, il y a des professionnels comme vétérinaires, gardiens animaliers, ou c'est vraiment des personnes comme tout le monde? Alors c'est des personnes comme tout le monde. Bien sûr, on a tout autour de nous des personnes comme des vétérinaires qui nous soutiennent. Bien sûr qu'on échange beaucoup avec les autres refuges, hein, parce que évidemment on a des pathologies qu'eux n'accueillent pas forcément, donc quand ils en accueillent un, bien sûr ils viennent demander conseil ici, etc. C'est vrai qu'on a un petit peu un réseau entre les associations, et puis on a un petit peu la finalité de tout ça.
Vous avez suffisamment de bénévoles pour s'occuper de toutes ces pattes? Alors on manque cruellement de bénévoles, je dirais la semaine. Ben, bien sûr les gens travaillent, ils ont quelques heures à donner, c'est pas évident de s'engager et puis nous on aimerait que les gens s'engagent un petit peu sur le long terme, au moins une demi-journée par semaine, parce qu'il faut quand même connaître un petit peu les animaux, leurs besoins et puis que les gens prennent un petit peu d'autonomie. Donc on aimerait que ça perdure un petit peu. Les gens des fois viennent parce qu'ils sont au chômage ou parce qu'ils ont un stand-by. Et puis après ben, les gens s'en vont. Ben, ma foi on sait que c'est comme ça. Mais on manque cruellement de bénévoles. Je pense que l'animal c'est un engagement. Je veux dire, si on n'est pas prêt à s'engager autant financièrement que moralement, parce que l'animal c'est aussi un coût, il ne faut pas oublier. Un chien c'est 10 ans, c'est plus, ça peut être 15 ans. Je veux dire, c'est comme un enfant, il a besoin de sortir, il a besoin de bouger. Il a aussi des besoins par rapport à son espèce, que les gens oublient souvent. Que l'animal il a des besoins par rapport à son espèce. Un chat c'est la même chose. Souvent on crée même un trouble du comportement parce qu'on ne répond pas à leurs besoins. Ce qui est pour nous souvent quand même un problème quand les gens nous disent voilà on enferme un chat dans un petit 2 pièces sans jamais s'en occuper, on part du matin au soir, puis on s'étonne que le chat commence à faire pipi partout. Mais moi je suis juste pas étonnée parce que finalement on crée un trouble du comportement chez l'animal dans un environnement qui ne lui convient pas. Donc pour moi voilà je pense que le monde se responsabilise. Bien sûr, il y a beaucoup d'informations qui circulent par rapport à ça, mais il y a encore une partie de la population qui prend vraiment l'animal, puis l'animal jetable, c'est-à-dire on déménage, on ne peut pas garder le chat parce que c'est interdit, mais on ne va pas regarder un appartement où c'est autorisé aux animaux. Donc pour moi, c'est de la consommation. Je veux dire, c'est pas un meuble, c'est pas un objet. C'est prouvé maintenant que l'animal, il ressent les émotions. Bien sûr, on peut leur apprendre des choses, ils ont une émotion, on voit bien quand ils arrivent ici, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a un moment de tristesse, il y a un moment où ils sont dans l'incompréhension, puis nous on est face à cette incompréhension. Et ça c'est quelque chose qui est très très dur. Après pour nous c'est encore un critère qui est complètement différent, parce que souvent les gens qui les amènent ici, ils ont fait face quand même à d'énormes frais d'investissement, et puis il y a quelque part un désarroi face à cet handicap, mais les gens se rendent compte d'une chose, c'est que l'animal peut vivre avec cet handicap, quelle forme qu'il soit. Ça t'arrive que des personnes confondent ton refuge avec une SPA et t'abandonnent des animaux devant la porte? Non, alors ça m'est encore jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Mais j'ai énormément par contre de téléphones. Les gens téléphonent quand même pour m'abandonner tout et n'importe quoi. Donc là, on redirige évidemment vers les refuges. Ça dépend hein, si c'est chat, chien, etc. Pour essayer de leur retrouver une famille. Ça peut être des lapins. Nous, on redirige simplement à la colline aux lapins ou au SPA voilà, qui convient au mieux à l'animal. Ouais, mais j'ai énormément. Je refuse à peu près 4 chats par semaine. J'ai presque envie de dire, mais c'est horrible le nombre de chats qu'on refuse, quoi. Et on est à plein. Et c'est plein partout. Et c'est plein partout. Les SPA, c'est vrai. Ouais, c'est plein partout. Les gens, ouais, c'est. Ils prennent pour. C'est prendre pour prendre, faire des chatons parce que c'est joli. Oui. C'est un peu penser à son petit bonheur, mais quelque part, le petit bonheur, puis tous les autres. Il y a des animaux, il y en a partout, il y a une surpopulation d'animaux, il y en a partout dans les refuges, il y en a partout à adopter. Quand on voit le nombre de chatons qu'il y a placés sur Facebook, mais c'est presque dramatique pour ceux qui sont en refuge, parce qu'il sera plus facile d'adopter un chaton à qui il veut par Facebook par exemple, hein, où on donne à qui il veut bien, que de faire une démarche en fait d'adoption, où cette adoption, elle crée un engagement avec un contrat et un suivi de l'animal. Donc les gens prennent la facilité et je trouve que c'est dommage de consommer l'animal de compagnie comme ça. Je tenais quand même à aborder cette question en fait qui divise, parce qu'on pense toujours que parce qu'un animal est différent, il ne peut pas vivre normalement, donc on pense toujours à un état de souffrance. Chez nous, les animaux, ils sont joyeux. Dès le moment où il y a un état de souffrance, pour nous, ça s'arrête. On ne peut pas porter atteinte à la dignité de l'animal. Et puis si les gens pensent que parce qu'il faut donner une pilule,
c'est un état de souffrance. On peut quand même un petit peu, j'entends, se remettre en question. J'entends, il y a des gens diabétiques, nous on a des chats diabétiques, c'est énormément de contraintes. Et puis je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, on consomme un petit peu l'animal de compagnie. Je veux dire, on a un chat qui est plus neuf, bon bah il y a des chatons neufs, on élimine, on reprend ou on abandonne, etc. Et puis nous, on n'a pas envie de ça, parce qu'on les aime avec cette différence finalement. Ils sont complètement particuliers et puis quand on parle d'état de souffrance, par exemple pour la taxi, souvent c'est l'effet que ça fait un petit peu aux gens. Mais quand on passe un peu de temps avec, on voit très bien qu'ils sont joyeux, ils communiquent, je veux dire, tout fonctionne finalement normalement et il faut juste accepter avec cette différence. Alors peut-être si j'aurais un message à faire passer, des fois il faut peut-être voir un petit peu au-delà ou des choses. Ou est-ce que la différence fait peur? Il y a quand même des choses, voilà, il y a des vétérinaires qui veulent plus euthanasier. C'est quand même la preuve que j'entends, si eux ils jugent que l'animal peut vivre sans souffrance, il n'y a pas de raison de l'euthanasier. Donc nous on y va comme ça. On veut bien en assumer les conséquences malgré le fait que Shadicap c'est une charge, c'est quelque chose de lourd. Il faut avoir quand même un petit peu de courage pour venir ici. Et puis j'entends, faut un petit peu des muscles. Et puis ouais, c'est pas rien, c'est pas un refuge qui est anodin. Et puis je pense qu'il y a un message un petit peu au-delà, c'est que maintenant on arrête d'euthanasier finalement tout ce qui est différent et puis tout ce qui rentre pas dans une norme. Nous ici c'est un petit peu le paralympique, hein, je veux dire, tout le monde s'y fait, tout le monde va, tout le monde vit normalement. Donc le message il est peut-être là, quoi. Alors nous, ce qu'il nous faut, c'est 12 kg de nourriture par jour, donc entre les chats et les chiens. Ensuite, on a la litière, donc on a quasiment une caisse pour 2 chats. Évidemment, ici sur le canton de Neuchâtel, les sacs poubelles sont taxés. Donc chez nous, ça peut être plus de 4 sacs poubelles par jour. C'est des produits de nettoyage, du papier ménage. Nous, tout se compte en litres, on fait jusqu'à plus de 8 machines de linge par jour, donc de la lessive. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'est pas subventionné, on est uniquement là grâce aux dons. On est tributaire de la générosité du public. Donc c'est important que les gens comprennent en fait notre démarche, que l'animal n'est pas à consommer comme on consomme maintenant un smartphone, ou je veux dire, c'est un être vivant. Il a le droit de vivre avec une pathologie qui est différente dès le moment où on n'atteint pas sa dignité. C'est très très important chez nous les parrainages, donc on fait un suivi pour les parrains marraines des filleuls. Nous on compte qu'un chat sans la médication, parce qu'ici évidemment il y a beaucoup de médication, nous coûte à peu près 35 francs par mois, donc c'est-à-dire nous on compte nourriture, et donc c'est-à-dire croquettes et boîtes. Donc parrain marraine c'est totalement libre, c'est à votre bon cœur, c'est mensuel. Et puis vous choisissez votre filleul et puis nous on fait le suivi du filleul. J'ai besoin de réparer, c'est comme si pour chacun j'avais une petite caisse à outils. Et puis que cette petite caisse à outils, j'avais besoin de réparer, je peux pas réparer le physique, mais je peux réparer l'émotionnel, puis je pense que je peux leur apporter quelque chose de bien. Puis même si des fois on les a pas longtemps, parce que des fois il y a des pathologies voilà, qu'on est obligé d'endormir les animaux parce que c'est le mauvais côté de la chose. Je peux me dire au moins que j'aurais sorti ma petite caisse à outils, puis que j'aurais peut-être réparé quelque chose et puis qu'ils s'en vont avec un peu de dignité, quoi. Puis ça pour moi c'est super important.